Ma sœur détestait sa fille, alors qu'elle avait toujours rêvé d'être mère. Et quand j'ai découvert pourquoi, j'ai détruit nos deux familles. Au début, toute ma famille, moi y compris, pensait que c'était uniquement parce que Kelly était une fille. Voyez-vous, depuis toute petite, ma sœur Janet disait qu'elle détestait les filles et ne supportait que les garçons amis, partenaires romantiques, collègues, elle ne s'entourait que d'hommes. Quand Janet est tombée enceinte pour la première fois, elle a organisé une énorme fête pour révéler le sexe du bébé, tout était décoré en bleu, dans l'espoir que ce soit un garçon. Je me souviens de son visage qui s'est figé lorsque de la fumée rose a envahi le jardin. Elle a forcé un sourire, mais j'ai vu ses épaules s'affaisser. Le reste de sa grossesse, elle a passé son temps à partager des articles sur la toxicité féminine et à publier dans des groupes Facebook pour mamans de garçons, disant qu'elle espérait avoir un fils la prochaine fois. Après la naissance de Kelly, les choses sont devenues étranges. Janet ne l'habillait qu'en gris ou en beige. Elle l'appelait « le bébé » au lieu de son prénom. Lors des réunions familiales, elle se plaignait que Kelly était trop émotive, trop dépendante, trop dramatique. L'enfant n'avait même pas 2 ans. Elle disait carrément à tout le monde qu'elle ne la voulait pas. Pendant ce temps, mon mari Ryan et moi essayions d'avoir des enfants depuis 7 ans. Nous étions passés par toutes les étapes, les médicaments, les procédures, les déceptions écrasantes. Je me souviens avoir demandé à Janet si elle envisagerait peut-être de nous confier Kelly, étant donné qu'elle ne semblait clairement pas vouloir d'elle. Elle a eu un regard fou, puis m'a dit qu'elle préférait vendre Kelly plutôt que de nous la donner à Ryan et moi. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pensé qu'elle exagérait. Lorsque Janet a annoncé sa 2e grossesse l'année dernière, elle était obsédée à l'idée que ce soit un garçon. Elle a déclaré que si c'était une fille, elle avorterait. Elle ne voulait pas d'un autre échec pendant une grossesse. Elle a essayé toutes les vieilles croyances, consulté les calendriers chinois de genre, pris des huiles et des médicaments spéciaux. Elle s'était même renseignée sur une FIV onéreuse avec sélection du sexe. Nous avons tous trouvé ça fou, jusqu'au jour où nous avons appris que c'était effectivement un garçon. Elle est devenue folle de joie. Je me souviens de la fête de révélation du sexe, quand la fumée est devenue bleue, elle est tombée à genoux et a pleuré de joie. Kelly a trottiné jusqu'à elle pour lui faire un câlin et lui demander ce qui se passait, mais Janet l'a littéralement repoussée, ce qui a fait trébucher la petite et écorcher son genou contre une balançoire en métal. C'était fou à regarder. Nous avons très peu interagi avec Janet durant le reste de sa grossesse, et même après la naissance. La famille a gardé ses distances, d'autant plus qu'elle était partie en Europe pour accoucher, car cela coûtait moins cher là-bas. Mais environ 2 mois après la naissance de son fils Liam, nous avons tous participé à un appel FaceTime, 7 membres de la famille. Au début, c'était mignon, Liam dormait et Janet le montrait dans son petit body, le petit homme de maman. C'est alors que ma tante a demandé à voir Kelly. Les yeux de Janet se sont écarquillés, elle n'a pas vraiment répondu, elle a juste baissé les yeux et murmuré qu'elle ne l'avait pas avec elle. Ma tante a insisté pour qu'elle explique, et c'est là que Janet a admis qu'elle avait fait adopter Kelly, à la mi-décembre, alors qu'elle était enceinte de 6 mois de Liam. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer 2 enfants et que la donner avant Noël lui permettrait d'économiser sur les cadeaux et les frais du voyage en Europe. Tout le monde sur l'appel était choqué. Ma grand-mère a commencé à se tenir la poitrine. Moins de 30 secondes plus tard, sa respiration est devenue saccadée et elle haletait en répétant le nom de Kelly. Je criais sur Janet, en disant que Ryan et moi aurions pu prendre Kelly. Pourtant, il avait l'air très mal à l'aise dès que j'ai dit cela. Quoi qu'il en soit, l'appel a sombré dans le chaos. Il s'est interrompu alors que ma grand-mère devait être transportée d'urgence aux urgences. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, après m'être assurée que grand-mère allait bien, Ryan avait un comportement très étrange. D'abord, je l'ai trouvé dans notre chambre en train de supprimer des photos de son téléphone. Elles dataient toutes d'il y a 4 ans. Les photos semblaient aléatoires, certaines ressemblaient à des échographies en noir et blanc. La chronologie correspondait à l'époque où j'étais enceinte, avant de faire une fausse couche, donc ça aurait pu être une coïncidence. Mais j'ai quand même décidé de le questionner un peu. Je lui ai demandé ce qu'il supprimait, et il s'est simplement levé pour aller dans la salle de bain continuer à supprimer. Quand il est revenu, je lui ai demandé ce qu'il faisait là-dedans, et il a explosé.
Il m'a dit que j'étais paranoïaque, que je devais lâcher prise, que le fait que Kelly ait été adoptée concernait Janet, et que nous ne devions pas nous en mêler. C'était étrange, je n'avais même pas mentionné Kelly. Je me souviens avoir engagé un détective privé dès le lendemain. Je lui ai spécifiquement demandé de chercher où était Kelly, des informations sur sa paternité pour m'aider à monter un dossier auprès des services sociaux. Comme prévu, le détective a travaillé vite. En 2 semaines, il avait des relevés d'hôtel, des reçus de cartes de crédit et des messages supprimés récupérés. La chronologie était accablante. Il y a 4 ans, juste après ma fausse couche, alors que j'étais hospitalisée, Janet avait réconforté Ryan. Kelly était née exactement 9 mois plus tard. Le détective a même réussi à récupérer l'ADN de Kelly à partir d'une brosse à dents qu'elle utilisait chez moi. C'était une correspondance avec Ryan. Je me souviens m'être effondrée en apprenant cela. J'ai dû mobiliser toutes mes forces pour ne pas hurler et tout faire exploser. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée calme. Et 1 semaine plus tard, je me suis retrouvée assise dans ma voiture, devant mon appartement, tenant l'enveloppe manille contenant toutes ces preuves. Mon mari allait rentrer dans 1 heure. Janet venait passer nous voir exactement au même moment. Je les ai regardés tous les 2 arriver sur le parking, au même moment. La Honda argentée de Ryan se gara à côté du SUV rouge de Janet. Ils descendirent de leur voiture et échangèrent un regard rapide avant de se diriger vers l'entrée de l'immeuble, en gardant une certaine distance entre eux. Mes mains tremblaient alors que je serrais l'enveloppe plus fort. J'ai attendu 5 minutes avant de les suivre à l'intérieur. Le trajet en ascenseur sembla interminable. Quand je suis arrivée devant la porte de notre appartement, j'ai entendu leur voix à l'intérieur, décontractée et détendue. Ma clé tourna dans la serrure. Ils levèrent tous 2 les yeux lorsque j'entrai. Ryan était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone, tandis que Janet se tenait près du comptoir de la cuisine avec un verre d'eau. La normalité de la scène me donna la nausée. « Salut, chérie », dit Ryan sans même lever les yeux. Janet vient d'arriver. Je posai l'enveloppe sur la table basse. « Il faut qu'on parle, tous les 3. » Janet leva les yeux au ciel. « Si c'est encore à propos de Kelly, je t'ai dit que c'était terminé. L'adoption est définitive. » J'ouvris l'enveloppe et étalai le contenu sur la table, reçu d'hôtel, relevé téléphonique, résultat du test ADN. Le visage de Ryan devint livide en reconnaissant les documents. « C'est quoi, ça ?» Sa voix se brisa. « Tu sais très bien ce que c'est, » répondis-je calmement. « Il y a 4 ans, pendant que j'étais à l'hôpital après avoir perdu notre bébé, tu étais avec ma sœur. » Janet éclata de rire. Un vrai rire. « Oh mon Dieu, tu as engagé quelqu'un pour enquêter ? C'est pathétique. » « Est-ce pathétique que Kelly soit la fille de Ryan, dis-je en brandissant les résultats ADN. Est-ce pathétique que tu aies donné son enfant sans même lui dire ? Ryan se leva d'un bond, son téléphone tombant sur le sol. C'est faux. Tu inventes tout ça parce que tu es jalouse que Janet ait eu des enfants et pas toi. Je sortis mon téléphone et appuyai sur lecture. La voix de Ryan emplit la pièce, extraite d'un enregistrement que le détective avait récupéré. Il parlait à Janet de garder leur secret, que je ne devais jamais savoir qui était le véritable père de Kelly. Le rire de Janet s'éteignit. Elle posa son verre violemment, au point de le fissurer. « Tu nous as enregistrés ? Le détective privé l'a fait, depuis ton propre système de sécurité, Janet. Celui que tu as installé après la naissance de Liam. » Je remis les papiers en pile avec soin. « J'ai déjà demandé le divorce, Ryan. Nos comptes communs sont gelés. Tu recevras les papiers demain. » Ryan se jeta sur les documents, mais je les retirai. La moitié de notre argent a disparu. Tu n'as pas le droit. En fait, si. L'infidélité influence souvent la répartition des biens. Je me tournai vers Janet. Est-ce que Ryan t'a déjà donné de l'argent pour Kelly ? Une pension alimentaire ? Le visage de Janet se crispa. Il disait qu'il ne pouvait pas sans que tu le découvres. Il avait promis qu'une fois que vous seriez divorcés, il aiderait. Mais tu continuais à essayer d'avoir un bébé ? Ils se retournèrent immédiatement l'un contre l'autre.
Ryan accusa Janet de l'avoir piégée. Janet hurla qu'elle avait élevé son enfant seule pendant des années. Je reculai pendant qu'ils criaient, leur complot s'effondrant en une série de reproches mutuels. La porte de l'appartement s'ouvrit soudainement. Ma grand-mère entra, soutenue par ma tante et mon oncle. Malgré son récent séjour à l'hôpital, ses yeux brillaient de détermination. « Assez », dit-elle d'une voix qui fit taire la pièce. « Janet, nous devons parler de cette adoption. » Janet croisa les bras. « C'est une adoption fermée. Aucun contact. J'ai tout prévu. » Ma tante s'avança. « L'agence Sunshine d'adoption privée, c'est bien ça ? J'ai reconnu le nom sur les papiers que tu as signés. J'ai déjà travaillé avec eux au tribunal de la famille. » L'assurance de Janet vacilla. Ils sont connus pour leur période de rétractation de 6 mois. Les parents biologiques peuvent récupérer l'enfant si les deux parents n'ont pas donné leur consentement. Ma tante regarda Ryan. « Tu as signé quelque chose ?» Ryan secoua lentement la tête. « Je ne savais même pas qu'elle était enceinte, jusqu'à ce que Kelly soit née. Janet m'a dit que c'était une aventure d'un soir. J'ai choisi une famille dans l'Oregon exprès pour que tu ne puisses pas la retrouver, cracha Janet en me regardant. Ils sont sûrement déjà attachés à elle. Je sortis un autre document. En fait, ils essaient de te contacter. Apparemment, tu n'as pas divulgué les troubles du comportement de Kelly. Ceux dont tu te plaignais constamment. Janet attrapa son téléphone. Je vais les appeler tout de suite et leur dire de la garder. Ils sont déjà en route, dis-je doucement. Ils ont contacté l'agence il y a 2 semaines pour demander à la rendre. Mon avocat est en contact avec eux. Ma grand-mère s'approcha de Janet. Tu as 2 choix, coopérer pour que Kelly retourne dans cette famille ou je t'exclus entièrement de mon testament. Liam aussi. Le visage de Janet vira au rouge. Tu ne peux pas me menacer avec de l'argent. Je viens de le faire, répondit ma grand-mère d'une voix d'acier. Cet enfant mérite mieux que d'être jeté parce que tu ne voulais que des garçons. Elle se tourna vers Ryan et lui saisit le bras. Nous pouvons nous battre ensemble. Obtenir la garde de notre fille. Ryan la repoussa. Notre fille ? Tu as donné notre fille sans même me le dire. Tu m'as laissé croire que c'était l'enfant de quelqu'un d'autre. Toi non plus, tu n'en voulais pas. Tu étais soulagé quand j'ai dit que je m'en occupais, cria Janet, sa voix montant dans les aigus. Ma tante leva son téléphone. J'enregistre cette conversation. Au fait, ton aveu que tu as abandonné Kelly pour blesser ta sœur va être très intéressant au tribunal. Janet se précipita vers la porte, mais mon oncle lui bloquait le passage. Mon camion bloque ta voiture. Tu ne vas nulle part tant qu'on n'a pas réglé ça. Le téléphone de Janet sonna. Le nom de l'agence d'adoption s'afficha à l'écran. Elle répondit en mode haut-parleur, essayant de garder le contrôle. Mademoiselle Janet, la famille adoptive a rencontré une urgence et rentre plus tôt. Ils seront en ville ce soir. Où doivent-ils amener Kelly ? Chez moi, répondit-elle rapidement. En fait, dit la voix de mon avocat au téléphone, il était en conférence, nous avons arrangé pour que Kelly soit conduite chez son arrière-grand-mère. Toutes les parties ont convenu que c'était l'endroit neutre le plus sûr. Janet jeta son téléphone contre le mur. Il éclata en morceaux. Ryan recula tandis qu'elle tournait sa rage contre tous ceux dans la pièce. « Vous avez tout planifié » hurla-t-elle. Elle me pointa du doigt. « Tu ne seras jamais sa mère. »« Jamais. »« Mais toi non plus, » répondis-je doucement. « Tu as fait ce choix quand tu l'as donné pour me blesser. » Ma tante sortit un dossier. « Ryan, ce sont des documents concernant les droits parentaux. Si tu les signes, tu pourras éviter les poursuites pour abandon et pour pension alimentaire rétroactive. » Les mains de Ryan tremblaient lorsqu'il prit les papiers. « Des poursuites ? Tu savais pour Kelly depuis des années et tu n'as jamais apporté de soutien, » expliqua ma tante. « Les messages de Janet prouvent que tu étais au courant. » Il signa sans même lire, désespéré de se sauver. Janet regardait, horrifiée, alors que son dernier allié s'écroulait. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle. « Je vais la récupérer. C'est ma fille, légalement. »
Oui, acquiesçai-je, mais le tribunal de la famille sera très intéressé par ton historique sur les réseaux sociaux, tous ces posts où tu dis que tu ne voulais pas de fille, cette adoption motivée par la rancune, ta déclaration selon laquelle tu préférerais la vendre plutôt que de la confier à sa famille. Nous avons quitté l'appartement dans des voitures séparées, un véritable convoi en direction de la maison de ma grand-mère. Janet a tenté de nous suivre, mais elle s'est fait arrêter pour conduite erratique. Lorsqu'elle est enfin arrivée, la voiture de la famille adoptive était déjà dans l'allée. Je me tenais sur le perron quand ils ont sorti Kelly. Elle était plus petite que dans mon souvenir, vêtue d'un manteau rose que je n'avais jamais vu. Ses cheveux étaient plus longs, attachés en 2 couettes. Elle serrait un éléphant en peluche contre elle. La mère adoptive avait l'air épuisée. Elle réclame quelqu'un qu'elle appelle « Tata » depuis des semaines. Elle pleure tous les soirs. Mon cœur s'est brisé. Kelly regardait tous ces visages, perdus et apeurés. Quand Janet a forcé le passage à travers le groupe, Kelly a reculé, se cachant derrière le père adoptif. « Je ne te connais pas » murmura-t-elle. Janet s'est agenouillée. « C'est moi, ma chérie, souviens-toi, maman. » Mais Kelly secoua la tête, se blottissant davantage contre ceux qui avaient pris soin d'elle ces derniers mois. Elle m'a aperçue, et son visage s'est illuminé. « Tata !» Elle a couru vers moi, enroulant ses petits bras autour de mes jambes. « Où est maman ?» Je me suis agenouillée à sa hauteur. « Je suis là, mon cœur. Tu es en sécurité maintenant. » Le hurlement de rage de Janet fit éclater Kelly en sanglots. La scène vira au chaos alors que ma grand-mère faisait entrer tout le monde à l'intérieur. Des avocats furent appelés, et des documents de garde d'urgence furent préparés. La bataille pour Kelly ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espoir. L'audience pour la garde d'urgence fut fixée 3 jours plus tard. Ces 72 heures devinrent un champ de bataille juridique et familial qui mit à l'épreuve tout ce qui me restait de force. Le lendemain matin de l'arrivée de Kelly chez ma grand-mère, Janet se présenta à 6 heures du matin, tambourinant à la porte et exigeant sa fille. Mon oncle avait passé la nuit là, précisément pour éviter cela. Il ouvrit la porte juste assez pour lui dire que tout contact devait passer par les avocats. Janet tenta de le pousser, mais il tint bon. Elle repartit en criant des menaces de poursuite pour enlèvement. Mon avocat, Nathaniel, m'appela 1 heure plus tard avec des nouvelles inquiétantes. Janet avait engagé son propre avocat et déposait des requêtes d'urgence, affirmant que j'avais orchestré une annulation illégale de l'adoption. La famille adoptive de l'Oregon avait fourni des déclarations sous serment sur les troubles de Kelly, cauchemars constants, refus de manger, pleurs pendant des heures en demandant « Tata ». Ils avaient tout documenté, ce qui jouait en notre faveur, mais l'avocat de Janet affirmait qu'ils exagéraient. Cet après-midi-là, Ryan s'est présenté chez ma grand-mère pendant que j'étais avec Kelly. Elle coloriait calmement à la table de la cuisine, toujours renfermée et confuse. Lorsqu'elle entendit sa voix, elle leva les yeux avec reconnaissance, mais ne bougea pas de sa chaise. Ryan tenta de s'approcher, mais ma grand-mère s'interposa. « Tu as renoncé à tes droits », lui rappela-t-elle froidement. « On m'a forcé », protesta Ryan. « Je ne savais pas ce que je signais. » Nathaniel, qui examinait des documents dans le salon, nous rejoignit. « Tu as signé devant 3 témoins après que les documents t'ont été expliqués. Ce n'est pas ce qu'on appelle de la coercition. » Le visage de Ryan s'empourpra. « Je veux voir ma fille. »« La fille que tu n'as jamais reconnue pendant des années ?» Je gardai la voix calme pour ne pas perturber Kelly. « Celle que tu as laissée Janet abandonner sans dire un mot ?» Il se tourna vers moi, désespéré et hargneux. « Au moins, je n'ai pas eu à engager un détective privé pour espionner ma propre famille. »« Depuis combien de temps tu planifiais ça ? Tu attendais de la voler depuis le début ?» Avant que je ne puisse répondre, Kelly intervint d'une petite voix. « Pourquoi tout le monde crie ?» Nous nous figeâmes tous. Je m'approchai d'elle et m'agenouillai à côté de sa chaise. « Parfois, les adultes ne sont pas d'accord, ma chérie. Mais tu es en sécurité. » Elle regarda Ryan avec ses grands yeux si semblables aux siens. « C'est toi, mon papa ?» La question resta suspendue dans l'air. La bouche de Ryan s'ouvrit puis se referma, sans un mot. Finalement, il fit demi-tour et partit sans répondre.
Kelly le regarda s'éloigner, puis retourna à son dessin comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin apporta une nouvelle crise. Janet s'était rendue à l'ancienne garderie de Kelly pour tenter d'obtenir ses dossiers médicaux, prétendant en avoir besoin. Heureusement, la directrice de la garderie avait entendu parler de la situation via les rumeurs du quartier et refusa. Janet fit un tel scandale que la sécurité dut intervenir. L'incident fut consigné et transmis à notre équipe juridique. Ma tante passa des heures à préparer les pièces justificatives pour l'audience. Elle avait retrouvé l'historique des réseaux sociaux de Janet, des années de publications dans des groupes pour « maman de garçon », des plaintes sur le fait d'élever une fille, et même un post supprimé datant de l'époque où Kelly avait 18 mois, demandant si quelqu'un connaissait un avocat pour une adoption de remplacement. Les preuves étaient accablantes, mais l'avocat de Janet plaiderait qu'elles étaient sorties de leur contexte. La pression financière commença immédiatement. Ryan avait réussi à accéder à l'un de nos comptes d'investissement avant que le gel n'entre en vigueur, retirant 30 000 $. Mon avocat déposa immédiatement une requête pour récupérer les fonds, mais le mal était fait. J'ai dû emprunter de l'argent à ma grand-mère pour couvrir les frais juridiques, ce qui me remplissait de honte, même si elle insistait. 2 nuits avant l'audience, je dormais chez ma grand-mère avec Kelly lorsque nous avons entendu un bruit de verre brisé. Quelqu'un avait lancé une pierre à travers la fenêtre du salon avec une note attachée « Arrête ça ou tu le regretteras ». Nous avons appelé la police. Mais sans preuve que c'était Janet ou Ryan, la police n'a pu que consigner un rapport. Kelly était terrifiée, accrochée à moi, me demandant si les méchantes personnes allaient revenir. Le matin de l'audience arriva, gris et pluvieux. J'ai habillé Kelly avec la robe violette qu'elle avait choisie, sa couleur préférée. Elle serrait fort ma main alors que nous entrions dans le tribunal, toute ma famille nous entourant comme des murs protecteurs. Janet arriva séparément, habillée d'un tailleur strict que je ne lui avais jamais vu porter, manifestement conseillée par son avocat pour paraître maternelle. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, plus proche d'une salle de réunion. La juge Harrison, une femme dans la soixantaine au regard perçant, passait en revue la pile de documents devant elle. Kelly était assise sur mes genoux, jouant tranquillement avec son éléphant en peluche. L'avocat de Janet prit la parole en premier, la présentant comme une mère célibataire en difficulté ayant fait un choix difficile pour le bien de sa fille. Il argumenta que l'adoption avait été légale et que ma famille interférerait avec une procédure fermée. Il la décrivit comme une victime de dépression postpartum qui méritait une seconde chance. Lorsque Nathaniel se leva pour présenter notre dossier, il exposa les preuves méthodiquement, les publications sur les réseaux sociaux, les conversations enregistrées évoquant le fait de donner Kelly pour me faire du mal, le fait que Ryan n'avait jamais été informé ni consulté, et les documents détaillés de la famille adoptive concernant la détresse de Kelly. Il diffusa une vidéo que la mère adoptive avait prise, montrant Kelly en train de pleurer pour sa tata jusqu'à en tomber malade. La façade de Janet se fissura lorsqu'on projeta ses publications Facebook. C'était des blagues, insista-t-elle, alors que son avocat tentait de la faire taire. Tout le monde se défoule sur ses enfants en ligne. La juge Harrison demanda à parler à Kelly en privé, dans son bureau, en présence uniquement d'un représentant légal pour enfants. Ces 20 minutes me semblèrent durer des heures. Quand elles revinrent, Kelly courut droit vers moi, enfouissant son visage dans mon épaule. La décision préliminaire de la juge fut mesurée mais claire, étant donné les circonstances de l'adoption, l'absence de consentement du père et la détresse évidente de l'enfant, elle m'accordait la garde temporaire en urgence, le temps qu'une enquête complète soit menée. Janet aurait droit à 2 visites supervisées par semaine dans un centre agréé par le tribunal. L'audience finale serait fixée dans 90 jours. Elle n'est même pas sa vraie mère, cria Janet. C'est un enlèvement. Un mot de plus, mademoiselle, et je vous retiens pour outrage, répliqua la juge d'une voix glaciale. À la sortie du tribunal, Janet nous confronta sur les marches. Tu crois avoir gagné? Je ne cesserai jamais de me battre. Jamais. Alors tu continueras de perdre, murmura calmement ma grand-mère, parce que tu te bats pour ton orgueil, pas par amour. Les visites supervisées commencèrent la semaine suivante. La première fut un désastre. Kelly pleura pendant toute l'heure, suppliant de partir. Janet tenta de la soudoyer avec des jouets et des bonbons, mais rien n'y fit.
L'agent de supervision nota que Janet semblait plus frustrée qu'inquiète face à la détresse de sa fille. Ryan, de son côté, avait commencé à fréquenter une nouvelle femme de son bureau, qu'il avait soutenue durant le divorce. Il postait des photos d'eux sur les réseaux sociaux, la qualifiant de nouveau départ. La rapidité était stupéfiante, mais cela servait notre cause. Quel père passe aussi vite à autre chose après avoir perdu sa fille? 3 semaines après le début de la garde temporaire, Kelly commença enfin à se stabiliser. Elle faisait encore des cauchemars, posait des questions confuses sur la raison pour laquelle elle devait voir cette dame, mais elle mangeait mieux et recommençait à sourire. Je l'inscrivis à une thérapie par le jeu, 2 fois par semaine, pour l'aider à traiter son traumatisme. La pression financière était écrasante. Les frais juridiques s'accumulaient chaque jour. Ryan avait vidé plus de comptes qu'on ne l'avait réalisé, me laissant avec d'énormes dettes liées au traitement de fertilité raté. J'ai vendu mes bijoux, ma voiture, tout ce qui avait de la valeur. Ma famille m'aidait autant qu'elle le pouvait, mais tout le monde était à bout. Le comportement de Janet devenait de plus en plus instable. Elle se présenta à la séance de thérapie de Kelly, exigeant d'y assister. Quand cela lui fut refusé, elle resta dans le parking pendant toute l'heure, filmant tous ceux qui entraient et sortaient. Son avocat l'abandonna après qu'elle l'ait accusé de conspirer contre elle. La deuxième visite supervisée fut pire encore. Janet apporta Liam, espérant forcer un lien fraternel, mais Kelly fut effrayée par les pleurs du bébé et se cacha sous la table. Lorsque le superviseur tenta de la faire sortir, Janet éclata, elle fait son cinéma pour attirer l'attention. La visite se termina prématurément. Mon travail souffrait à cause de toutes les convocations au tribunal et des appels d'urgence. Mon patron était compréhensif au début, mais la patience s'amenuisait. Quand j'ai dû partir plus tôt pour la 3e fois en 1 semaine parce que la garderie appelait à cause d'une crise de Kelly, on m'a mise en congé sans solde jusqu'à ce que la situation se stabilise. 6 semaines avant l'audience finale, le nouvel avocat de Janet déposa une requête m'accusant d'aliénation parentale. Il demandait des visites élargies et une évaluation psychologique de ma capacité à être tutrice. L'évaluation coûterait des milliers de dollars que je n'avais pas. Ma tante trouva un psychologue pour enfants qui accepta d'évaluer Kelly pro bono après avoir entendu notre histoire. Le docteur Sébastien passa 3 séances avec elle, observant son jeu et lui posant doucement des questions. Son rapport était approfondi, Kelly présentait des signes clairs de rupture d'attachement et de traumatisme liés à l'échec de l'adoption. Elle me considérait comme sa principale figure d'attachement et manifestait des réactions de peur lorsqu'on évoquait Janet. La pression financière me brisa enfin. Je m'effondrai à la table de la cuisine de ma grand-mère, entourée de factures, en sanglotant. J'avais rêvé d'être mère depuis si longtemps, mais pas comme ça. Pas en me noyant dans les dettes, en me battant contre ma propre sœur pour un enfant qui se réveillait en hurlant chaque nuit. On va s'en sortir, dit fermement ma grand-mère, écrivant un autre chèque qu'elle ne pouvait pas se permettre. La famille s'occupe de la famille. La 3e visite supervisée de Janet n'eut jamais lieu. Elle se présenta ivre, les mots pâteux, titubant. Le superviseur lui refusa l'entrée et consigna l'incident. Son 2e avocat la quitta le lendemain. 4 semaines avant l'audience finale, Ryan réapparut avec une nouvelle stratégie. Il déposa une requête pour annuler la renonciation à ses droits parentaux, affirmant avoir été manipulé émotionnellement. Il demandait la garde partagée avec moi, en excluant complètement Janet. Sa requête incluait une déclaration selon laquelle Janet avait été une mère inapte dès le départ. La trahison était stupéfiante, même venant d'eux. Janet devint hystérique, envoyant à Ryan des centaines de messages que son avocat se fit un plaisir d'inclure comme preuve d'instabilité. Leur destruction mutuelle était totale, mais cela compliquait tout. Je me retrouvais à devoir affronter 2 parents au lieu d'un. Les séances de thérapie de Kelly révélèrent des détails bouleversants. Elle se souvenait d'avoir été laissée avec des inconnus, se souvenait d'avoir pleuré pour moi, et qu'on lui avait dit que je ne voulais plus d'elle. Elle croyait d'avoir été méchante, que tout le monde l'avait rejetée. Le thérapeute témoigna que l'arracher à mes soins maintenant causerait un dommage psychologique grave. 2 semaines avant l'audience finale, je retrouvais Kelly en train de se couper les cheveux avec des ciseaux de sécurité. Quand je lui demandai pourquoi, elle répondit qu'elle voulait ressembler à un garçon, pour que sa première maman l'aime.
Je la pris dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Mon cœur se brisait en 1000 morceaux, et je ne savais pas s'il pourrait un jour se recoller. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut une vidéo que Janet posta en ligne. Elle était ivre, vociférant au sujet d'un complot visant à lui voler sa fille. Elle citait des noms, y compris ceux de la juge et des travailleurs des services sociaux. En quelques heures, elle fut arrêtée pour harcèlement et menaces envers des agents du tribunal. Sa caution fut fixée à $10 000, que personne ne paya. Je me trouvais dans le bureau de mon avocat, la veille de l'audience finale, épuisé au-delà de toute mesure. Nathaniel relut notre dossier une dernière fois. Les preuves étaient accablantes, l'abandon par Janet, son inaptitude, les dommages psychologiques causés à Kelly. L'intervention de dernière minute de Ryan apparaissait pour ce qu'elle était, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais le tribunal de la famille était imprévisible. Quoi qu'il arrive demain, dit Nathaniel, tu as donné à cette petite fille plus d'amour et de stabilité en 3 mois que ce qu'elle avait connu en des années. Ça compte. Ce soir-là, alors que je bordais Kelly dans le lit de la maison de ma grand-mère, elle me regarda avec ses yeux graves. Tata, tu seras ma maman pour toujours maintenant? Je lissai ses cheveux mal coupés, la gorge nouée d'émotion. Je vais faire de mon mieux, mon cœur. Elle hocha la tête, satisfaite, et s'endormit. Je restai assise à son chevet, à la regarder respirer, me préparant pour la bataille qui déterminerait notre avenir à toutes les deux. Le lendemain apporterait soit la famille dont j'avais toujours rêvé, soit la perte d'un autre enfant que j'aimais. Il n'y avait plus de terrain neutre. L'audience finale arriva un jeudi matin glacial. J'habillai Kelly avec son pull violet préféré et lui fis 2 tresses du mieux que je pus. Elle serrait ma main tandis que nous entrions au tribunal, entourés de ma famille formant un cercle protecteur. Janet arriva avec 20 minutes de retard, échevelée et seule. Son dernier avocat s'était retiré après son arrestation, la laissant se représenter elle-même. Elle portait le même tailleur froissé que lors de la première audience, taché de café sur la manche. Ryan était assis de l'autre côté de la salle, avec sa nouvelle avocate, une femme tirée à 4 épingles, qui l'avait apparemment convaincu qu'il avait encore des droits parentaux, malgré la signature de renonciation. Il évitait tout contact visuel, les yeux rivés sur son téléphone. La juge Harrison entra et aborda immédiatement l'éléphant dans la pièce, l'arrestation de Janet pour menace envers des représentants du tribunal. Janet tenta de justifier cela par le stress, mais la juge la coupa net, soulignant que cela démontrait un manque flagrant de discernement et de maîtrise de soi. Nathaniel présenta notre dossier de façon méthodique, les évaluations psychologiques montrant l'attachement de Kelly envers moi, les preuves documentées que Janet avait donné sa fille par pure rancune, les rapports des visites supervisées illustrant son incapacité à établir un lien. Il soumit les relevés financiers prouvant que j'avais vidé mes économies pour subvenir aux besoins de Kelly, tandis que Janet n'avait pas versé un centime depuis l'adoption. Quand le docteur Sébastien fut appelé à la barre, il expliqua le traumatisme de Kelly en termes cliniques qui me déchirait la poitrine. L'abandon avait créé une insécurité profonde, elle croyait avoir été jetée parce qu'elle était mauvaise. Son lien avec moi était son seul repère stable. La retirer de mon foyer causerait un tort psychologique irréparable. Janet tenta de le contre-interroger, mais ses questions étaient confuses et accusatoires. Elle affirma qu'il avait été acheté, que tout le système était contre elle. La juge dut la rappeler à l'ordre à 2 reprises pour son comportement. L'avocate de Ryan prétendit que son client avait été manipulé pour signer ses droits. Elle le dépeignit comme une victime de 2 femmes rusées, oubliant commodément son adultère et son abandon. Ryan témoigna qu'il voulait désormais faire partie de la vie de Kelly, maintenant qu'il comprenait qu'elle était sa fille. Pendant une pause, j'emmenai Kelly aux toilettes. Janet nous coinça dans le couloir, tomba à genoux et agrippa les épaules de Kelly. Dis-leur que tu veux rentrer avec maman, dis-leur que tu m'aimes. Kelly se dégagea et se pressa contre mes jambes. Tu n'es pas ma maman. Tu m'as donné. Un agent du tribunal intervint, mais le mal était fait. Kelly passa le reste de l'audience sur mes genoux, le visage enfoui dans mon épaule, vérifiant par instant que Janet ne s'approchait pas. Quand l'audience reprit, la juge Harrison convoqua Kelly dans ses quartiers. Cette fois, elle y alla sans crainte, offrant même un léger sourire à la juge. Elles restèrent absentes 30 minutes. À leur retour, l'expression de la juge était grave.
Elle commença par reconnaître le lien biologique entre Janet et Kelly. Mais elle poursuivit en disant que la biologie seule ne faisait pas un parent. Janet avait abandonné sa fille par préférence de genre et par rancune. Elle n'avait montré aucun intérêt sincère pour le bien-être de Kelly, seulement l'obsession de gagner une guerre contre Ryan. La juge rappela l'absence totale de Ryan pendant 4 ans, son soudain intérêt coïncidant étrangement avec son divorce, ce qui ressemblait davantage à une tentative de contrôle qu'à un amour paternel. Sa renonciation de droit était légale et définitive. La juge m'accorda la garde légale complète. Janet ne bénéficierait d'aucun droit de visite, sauf après avoir complété des cours de parentalité, de gestion de la colère et une évaluation psychologique. La demande de Ryan fut rejetée entièrement. Le processus d'adoption pouvait débuter immédiatement. Janet se leva brusquement. « Vous n'avez pas le droit. C'est ma fille. Je l'ai mise au monde. » « Et tu l'as ensuite donnée, » répondit calmement la juge Harrison. « Le bien-être de Kelly est notre priorité. Pas tes regrets. » Des agents s'approchèrent alors que Janet avançait vers le banc. Elle se tourna vers moi, le visage tordu de rage. « Ce n'est pas fini. Je vais faire appel. Je vais te ruiner. » Ryan profita de la confusion pour quitter la salle sans même un regard pour cette fille qu'il prétendait vouloir. Son avocate rassembla ses papiers avec un dégoût visible. Devant le tribunal, ma famille nous entoura dans une étreinte. Kelly, encore confuse mais sentant la joie autour d'elle, esquissa un léger sourire. Ma grand-mère embrassa son front, les larmes coulant sur ses joues ridées. Ce soir-là, Janet apparut chez ma grand-mère avec Liam sur la hanche. Elle avait bu. Elle frappa à la porte en hurlant qu'elle voulait voir sa fille. Quand nous ne répondîmes pas, elle se mit à hurler des accusations aux fenêtres. Les voisins appelèrent la police. Je la regardais depuis une fenêtre à l'étage, pendant que les agents l'embarquaient. Ma grand-mère tenait Liam dans ses bras. Les parents de Janet obtiendraient la garde dans la semaine, la jugeant inapte après plusieurs incidents. L'adoption avança lentement, vérification, visite, audience. Kelly entra en maternelle dans une nouvelle école où personne ne connaissait son histoire. Elle se lia d'amitié avec une fille nommée Sophie, qui aimait aussi le violet. 3 mois plus tard, Ryan envoya un seul email, « Je pars vivre à Seattle pour le travail. Je ne contesterai pas l'adoption. Dis-lui juste de prendre soin d'elle. » Je ne répondis pas. Les appels de Janet n'aboutirent à rien. Son comportement en audience se détériorait. Elle perdit son emploi après trop d'absence. Ses parents déclarèrent qu'elle s'était présentée ivre chez eux, réclamant de l'argent, disant qu'on lui avait volé sa vie. L'adoption fut finalisée un mardi. Kelly portait une robe violette neuve et tenait l'éléphant en peluche que la juge lui avait offert. Lorsqu'on lui demanda si elle voulait devenir ma fille, elle hocha la tête et dit « oui » d'une voix claire. Ce soir-là, alors que je l'abordais dans ce qui était désormais officiellement sa chambre, elle demanda « Est-ce que Janet essaiera encore de me reprendre ?» Je caressai ses cheveux, toujours inégaux, et lui promis que je la protégerais. 6 mois plus tard, lors d'un événement scolaire, je rencontrai David. Sa fille était dans la classe de Kelly. Il était veuf, comprenait les dynamiques familiales complexes. Nous avons parlé pendant que nos filles jouaient. Janet envoya une lettre par son avocat, demandant une photo de Kelly. Après discussion avec la thérapeute de Kelly, nous avons décidé de refuser. Le thérapeute expliqua que Kelly se sentait enfin en sécurité et que tout contact risquait de détruire des mois de progrès. Je repris un emploi à temps partiel une fois que Kelly s'adapta à l'école. L'argent restait serré, mais nous nous en sortions. Ma grand-mère m'aidait après l'école, leur lien se renforçait chaque jour. 1 an après l'adoption, je croisai la mère de Ryan à l'épicerie. Elle me serra dans ses bras, en pleurant, disant qu'elle était reconnaissante que Kelly aimait moi. Elle avait essayé de contacter Ryan au sujet de sa fille, mais il avait coupé les ponts. Il dit que c'est plus facile ainsi, chuchota-t-elle. Janet finit par se stabiliser. Ma tante rapporta qu'elle s'était remise sobre, avait trouvé un emploi, et voyait Liam le week-end, sous supervision. Elle n'arrêta jamais de prétendre qu'on lui avait volé Kelly, mais la combativité avait disparu. David et moi prîmes notre temps. Il comprenait que Kelly passait avant tout.
Leur lien se développa naturellement. Il lui apprit à faire du vélo, elle lui montra ses dessins. Quand il me demanda en mariage 2 ans plus tard, il demanda d'abord la permission à Kelly. Le mariage fut intime, en famille seulement. Kelly était ma demoiselle d'honneur, rayonnante dans une robe violette qu'elle avait choisie. Pendant la réception, elle me murmura, « Maintenant, j'ai aussi un vrai papa. » Ce soir-là, après l'avoir bordée, je restais dans l'embrasure de la porte à la regarder dormir. Ce parcours n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé quand Ryan et moi luttions contre l'infertilité. Mais cet enfant, rejeté par ceux qui auraient dû l'aimer, était devenu tout mon univers. Kelly faisait encore parfois des cauchemars. Nous allions toujours à la thérapie chaque mois. L'adoption n'avait pas effacé ses blessures. Mais elle riait, pour de vrai maintenant. Elle savait qu'elle était aimée, désirée, choisie. Et au final, Janet avait eu raison sur un point, je ne serai jamais la vraie mère de Kelly, biologiquement parlant. Mais j'étais sa mère dans tout ce qui comptait. Et cela suffisait.